Merci. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter, je suis donc Madame Ferra Louisa, adjointe au maire du 15e. Je travaille dans le cadre de la diversité, intégration, égalité homme-femme. J'ai pas mal de délégations qu'on m'a offertes. Donc je tiens à excuser Monsieur Goujon, député maire du 15e arrondissement, qui ne peut être présent ce soir parce que, en fait, nous avions dû décaler la date, l'agenda. Normalement, nous faisons nos réunions le jeudi et pour les raisons d'agenda de M. Khaled Benchir, nous avons dû faire mercredi. Et le mercredi, évidemment, c'est la journée et la soirée de l'Assemblée nationale, et comme il y a la loi Macron actuellement, donc notre député maire est à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous prie de l'excuser comme il me l'a demandé. Et maintenant, je vais tout de suite passer la parole à Farid Yaker pour que vous ayez le temps après de débattre avec nous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci Louisa de nous permettre de nous réunir ici. Je vois qu'on est monté en grade, puisqu'on est passé d'une salle du bas de 200 personnes à cette salle magnifique. Je crois que ça tient beaucoup à la qualité de nos intervenants, et que je vais d'ailleurs présenter tout de suite. À ma gauche, Khaled Benchir, qui est parrain du Forum France-Algérie. Il est né à Jeddah, en Arabie Saoudite. C'est pas pour ça qu'il est devenu wahhabite. Il est docteur en sciences et physicien franco-algérien. Khaled est également de formation philosophique et théologique, et il anime l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2 le dimanche matin. Bonsoir, Abel Zouani, je suis journaliste. Je voudrais remercier le Forum pour cette conférence et puis remercier ses interventions de qualité. Je voudrais dire deux choses très brièvement. Premièrement, je ne suis ni Charlie, ni Charlot. Je suis juste un citoyen qui refuse qu'on parle en son nom. Et ma première question est adressée au docteur Khaled. Pourquoi les pouvoirs publics choisissent-ils nos dirigeants? Aucune des religions en France, que ce soit les catholiques, les juifs, personne ne choisit pour eux. Et nous, musulmans, on choisit nos dirigeants, on choisit pour nous, style Chelromi, qui parle en notre nom. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il intervient à la télé pour dire qu'il présente ses condoléances à Charles et à sa famille. C'est vous dire l'inculte, il ignore, mais on lui donne la parole. Pourquoi ne voyons-on pas Khaled Benchir et d'autres qui sont dignes de parler au nom de l'islam, dignes des musulmans? Il y a des femmes et des hommes qui peuvent parler en notre nom, qui doivent parler pour nous d'une manière correcte, qui maîtrisent la langue française. Mais pour nous, on est encore des enfants, et je crois que les pouvoirs publics sont un peu responsables de ce qui arrive, parce qu'ils choisissent à notre place des gens que nous n'avons pas élus, et je trouve ça
même insultant. Merci. 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 Bonsoir, Myriam Mesbah. Vous avez évoqué la question de l'éducation et je voudrais savoir quel serait le rôle concret justement de l'éducation nationale dans ces problématiques. Voilà. Je n'ai pas la compétence de Khaled Benchir, je suis areligieux, je ne suis d'un père catholique, une mère protestante, je suis le premier plénel non baptisé, j'ai grandi dans la créolisation avec le quimbois, le vaudou polythéiste et d'identité multiple ou d'identité relation, comme dirait Édouard Glissant des Antilles, et j'ai connu dans ma jeunesse algérienne un islam tout ce qu'il y a de plus fraternel, et ma compagne est issue de l'immigration juive d'Europe centrale. Je suis tout cela à la fois. Voilà tous mes héritages. Donc, à la question posée sur l'islam de France, puisque c'est la transition, je vais faire une réponse de citoyen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la laïcité, ce n'est pas le refus du religieux. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette citation de Jaurès. Et dans mon livre Pour les musulmans, vous en retrouverez d'autres. C'est l'idée qu'il y a un chemin de laïcisation, que chacun vient avec son histoire, sa croyance, sa culture, et que nous essayons d'inventer très concrètement un chemin commun. C'est très important, cet ébranlement originel de la laïcité de 1905. Rappelez-vous, à cette époque, la République, je dis toujours qu'il faut lui donner des adjectifs, car la République, elle a parfois été injuste, elle a oublié les femmes pendant si longtemps, et encore aujourd'hui. Je dis souvent par provocation que les femmes françaises ont eu le droit de vote 25 ans après les femmes turques, ce qui est un fait d'histoire, même si les jeunes Turcs ont fait d'autres choses pas sympathiques dont les Arméniens se souviennent. Je rappelle juste que la République a été ignorante de la question sociale, que la République a été ignorante de plein de choses. La République, c'est un mouvement. Donc, l'invention de la loi de 1905, faite par des gens qui étaient minoritaires dans leur camp, qui étaient des audacieux, Jean Jaurès, Aristide Briand, Francis de Pressensé, Ferdinand Buisson, a été de clore une querelle, de clore ce face-à-face anticlérical, même si je suis d'accord qu'il faut aussi des critiques et contester les puissants et les dominants et les moquer parfois. Mais c'était sortir de ce qui empoisonnait la vie publique et qui faisait que la République piétinait. Et que, du coup, on n'inventait pas un nouvel agenda autour des questions sociales. Quand est votée la loi de 1905, Aristide Briand dit « ça va nous permettre de nous occuper des retraites, de la journée de travail, de questions concrètes qui concernent tout le monde ». C'est pour ça que je dis que l'interprétation laïciste sectaire qui a été donnée depuis 25 ans dans la guerre qui a été faite notamment à la visibilité de l'islam dans notre pays était une diversion, un piétinement. 25 ans, c'est important dans la vie d'un pays, un quart de siècle, où on ne s'est pas occupé des questions centrales, questions sociales, questions concrètes, pas assez, insuffisamment, et où on a brandi la question du voile, la question du halal, la question des mosquées, la question de la pratique d'un culte comme étant la question centrale. La formule a même été employée lors de la campagne présidentielle de 2012 en disant que c'est la question centrale, le halal, à un moment de notre vie publique. Cette focalisation sur un fait religieux était un piétinement. Et c'était l'inverse de la loi de laïcité qui disait « faisons chemin ensemble, on vous reconnaît, on reconnaît tous les cultes, mais on ne s'en mêle pas, ils ont leur vie, tous les cultes à égalité, y compris les cultes minoritaires. » Et c'était un séisme, l'antisémitisme, nous le souvenons, puisque le crime contre l'humanité était à venir, était très important en France. Mais du coup, nous faisons chemin ensemble. Par rapport au culte majoritaire, au christianisme, au catholicisme, dont la hiérarchie était très conservatrice, épousait les doctrines de l'action française, identitaire, de refus de tout cela. Cela a permis quoi? De dire au vaste peuple catholique, occupons-nous des causes communes.
Et qu'est-ce que ça a donné? Le mouvement Le Sillon, le christianisme social, témoignages chrétiens, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne. Et quand même, on est ici dans un forum France-Algérie qui était au rendez-vous des solidarités élémentaires lors du combat pour l'indépendance, lors du combat contre la torture. Beaucoup de ces chrétiens sociaux, et qui comprenaient mieux les causes communes que certains laïcs sectaires, et qui, du coup, eux, épousaient la stigmatisation, et on appelait à l'époque, n'oubliez pas, Français musulmans d'Algérie. On renvoyait, c'était déjà cette idée de renvoyer à l'origine. Et donc, voilà le chemin de la laïcité, le chemin authentique de la laïcité. Et voilà le sens de ce que j'ai voulu écrire en disant « Retrouvons ce chemin pour la France des causes communes ». Ce qui m'amène à dire pour l'islam de France. D'abord, arrêtons d'être, tout ce qui a été dit est pertinent sur les régimes qui utilisent la question religieuse pour maintenir leurs oppressions et leurs injustices. Mais nous sommes ici, proclamons d'abord l'existence d'un islam français et d'un islam européen. Assumons-le. Arrêtons de regarder comme des lapins dans les phares, justement, ce qui est à l'extérieur. Faisons-en un exemple, y compris d'une rénovation critique de l'islam, d'une pensée critique de l'islam sur lui-même, d'une renaissance islamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir, premièrement, l'obtention d'une reconnaissance pleine et entière, et pas la reconnaissance manipulatrice d'un État qui voudrait calquer l'islam sur le mode de la religion majoritaire, qui est verticale, qui a un pape, qui a Rome, qui a des évêques, qui a tout cela. Le modèle pour l'islam de France devrait être plutôt les protestants, qui ont été les artisans véritables de la loi de 1905. Ferdinand Buisson l'était, Francis de Prince-Ensé l'était. Il n'y a pas dans le protestantisme un pape, il n'y a pas une représentation, mais il y a l'idée d'obtenir cette reconnaissance. Et d'obtenir cette reconnaissance en disant et en faisant la pédagogie, y compris à la télévision, M. Benchir, est que l'islam a une longue histoire européenne. Deuxièmement, assumer la diversité de l'islam de France. Pas dans des querelles de religion dans l'islam de France, mais dans une diversité, d'un dialogue non seulement interreligieux avec les autres religions, mais d'un dialogue entre musulmans, dans leur diversité, car l'islam est divers et il y a différentes façons de l'assumer. Justement, il n'y a pas un dogme. C'est bien ça, le refus du salafisme. Troisièmement, et cela a été dit par un des intervenants, défendre l'indépendance de l'islam de France. Les imams doivent parler français hors des textes religieux. Ils doivent prêcher dans la langue pour être compris par tout le monde. Comme un rabbin dira son prêche en français, même s'il citera la Torah en hébreu. Comme aujourd'hui, avant, les prières étaient faites en latin, ou les chants étaient faits en latin, ils ont été francisés, mais le prêche du prêtre se fait en français. Et il faut défendre l'indépendance par rapport, en effet, à tous les pays. Ce ne sont pas des négociations avec l'Algérie, avec le Maroc, parce qu'il n'y a pas seulement les influences économiques des Émirats, vous le savez, il y a ces alliances géopolitiques où, sous prétexte de sécurité, on empêche de laisser vivre l'indépendance véritable de l'islam de France. Enfin, il faut, je l'ai dit, développer la critique, développer la conscience critique. Et là, les bases d'accord dans la diversité de l'islam de France sont beaucoup plus importantes qu'on ne croit. J'entends, parce que j'accepte toutes les invitations, des sensibilités différentes. Or, j'entends des discours semblables sur cette idée qu'il faut assumer cette conscience critique et donc être un lieu exemplaire de cette renaissance en fierté, pas en victimisation. Oui, nous sommes ici, oui, l'islam appartient à la France. Et nous allons, du coup, inventer quelque chose ici. Mon dernier mot, je vous ai parlé du christianisme social. Je voudrais dire quelque chose, car quelqu'un l'a dit, mais pourquoi on nous assigne musulmans? Mais
Bien sûr, il y a eu une opération idéologique qui a été d'ethniciser la question sociale, de la renvoyer à l'origine et aux religieux. On s'en souvient très parfaitement, c'est 82-83. Les grèves dans l'automobile et la marche. Marche dont je vous rappelle, qui était la marche des enfants des nouvelles générations, qui se disaient par rapport à leurs parents qui avaient subi, qui s'étaient fait discrets, qui s'étaient dit fièrement après 81, nous allons faire cette marche, je le rappelle, pour l'égalité et contre le racisme. Ce n'était pas une marche identitaire. Et on les a renvoyés à quoi? La marche des beurs dans le langage médiatique. On les a renvoyés à l'origine et en manipulant cette question ensuite par le biais des SOS Racisme dans des manipulations autrement politiciennes. Alors que c'était simplement la programmation, nous sommes ici et nous voulons inventer l'égalité ici même. Mais parallèlement, que se passait-il au cœur du monde du travail? Je rappelle que les groupes majoritaires de notre pays, ce sont les ouvriers, ce sont les employés. Il y a eu une grande grève dans l'automobile à ce moment-là. Vous vous en souvenez peut-être pour certains. Et au cœur du syndicat majoritaire, la CGT, certains ouvriers parmi 20 autres revendications sur les conditions de travail, sur les salaires, qui travaillaient en 3-8, qui travaillaient donc dans ces conditions dures, difficiles. On dit, parmi ça, par moment, certains d'entre nous sont croyants et on ne veut pas faire la prière dans la graisse de la chaîne de montage. Donc on demande à avoir un lieu pour faire la prière. Et cette simple revendication, avec l'ombre de la révolution iranienne de 79, qui était diabolisée à ce moment-là, et je rappelle, dans les fautes géopolitiques du moment, ne l'oubliez jamais, qui fut armé pour faire la guerre à l'Iran, l'Irak, Saddam Hussein, armes de destruction massive comprises, armes chimiques comprises, et les Kurdes s'en souviennent. C'est là que commence toute la catastrophe irakienne, la première guerre d'Irak. Et ensuite, Saddam Hussein veut se rembourser sur le Koweït, vous vous souvenez de la suite. Et ensuite, vous connaissez la faute stratégique immense des États-Unis d'Amérique qui ont envahi ce pays souverain. J'ai rappelé les 500 000 morts de la dernière décennie, c'est immense, à l'échelle d'un pays de 32-33 millions d'habitants. Daesh, l'État islamique, ont certes d'autres causes, et notamment idéologiques, on a parlé de l'Arabie saoudite tout à l'heure, mais ils ont aussi comme cause le fait d'avoir totalement détruit un terreau qui permet de plonger ce pays, dont vous connaissez la particularité d'être le pays arabe à majorité chiite, qui du coup a été plongé par la destruction d'un régime qui s'appuyait sur la minorité sunnite, plongé dans une sorte de guerre de religion. Et donc, à cette époque, qu'est-ce qu'on a fait face à ces grèves de l'automobile? Et c'était un homme de bonne foi, le Premier ministre, c'était Pierre Mauroy. Il a dit, ce sont des grèves islamistes. Et donc, on a renvoyé des ouvriers qui venaient avec ce qu'ils sont quand on est pauvre, quand on est ouvrier, quand on est dominé. On est aussi avec ce qu'on a quand il n'y a pas beaucoup d'espoir. Moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas de religion, mais attention, Voltaire n'est pas le symbole du peuple français. Voltaire, il était dans ses classes, tout en haut, qui regardait la masse du peuple comme une masse obscurantiste. Pourquoi Robespierre fait la fête de l'être suprême? Parce qu'il pense qu'il y a ces bourgeois, tout ce qu'il y a de plus libéré, libertins, mais qui ont du mépris pour le peuple. Et lui, il dit, non, le peuple, il est là avec ses croyances. Et je rappelle que le Voltaire, il a écrit des choses totalement islamophobes et totalement antisémites, tout en faisant l'éloge de la tolérance. Donc, ayons une pensée complexe, comme dirait Edgar Morin, sur tout ça. Et comprenons que quand on est dans les milieux sociaux les plus défavorisés, on est là aussi avec sa culture. Et dans sa culture, il y a parfois sa foi. Je vous dis ça pourquoi? Vous êtes engagés dans cette association, vous êtes ici dans cette mairie. Vous avez fait vos familles, votre chemin dans la société. J'ai dit, nous sommes une Amérique de l'Europe depuis très longtemps, et c'est le breton qui vous parle parce que la Bretagne a été ce tiers-monde de la France pendant, il y a bien longtemps. La Seine-Saint-Denis était un département breton, et les Bretons ne parlaient pas français non plus, au départ. Pourquoi je vous dis ça? La philosophe Hannah Arendt nous a alertés sur cette dialectique du paria et du parvenu. Nous venons, dans notre histoire, avec nos conditions, nous nous battons contre
des oppressions, contre des stigmatisations, nous sommes pendant un moment les parias de la société. Puis à un moment, certains d'entre nous parviennent à échapper à cette condition. Et tant mieux pour eux. Et il faut bien que l'ascenseur social fonctionne. Mais ceux-là ne doivent pas oublier les autres. Le parvenu ne doit pas être celui qui ferme la porte pour que les autres ne puissent plus entrer. Quand j'entends Alain Finkielkraut, j'entends cette dialectique du paria et du parvenu. Il a oublié que ce qui est arrivé à sa propre famille, à la propre vague d'émigration juive qui était populaire, qui était dans le monde du travail, eh bien, concerne d'autres migrations. Et donc le parvenu ferme la porte aux nouveaux parias. Ne soyons pas comme ça. Je souhaite un islam de France qui invente son, j'allais dire, comme il y a eu son christianisme social, son islamisme social. C'est-à-dire la présence auprès du peuple, le souci du peuple, pas le souci d'être distingué, pas le souci d'être en haut, mais le souci de la masse du peuple. Car c'est cela qu'il y a derrière ces idéologies totalitaires qui rencontrent des jeunes perdus, des fossés sociaux, une ignorance sociale, une invisibilité du peuple. Donc c'est une question importante pour moi, celle-là. C'est celle des solidarités exemplaires, des causes communes, où l'on commence à se tourner les uns vers les autres au nom du travail, au nom des conditions d'habitat, et que l'on se soucie de ça. Et pour moi, il n'est pas grave qu'on le fasse au nom de la religion. Ce qui m'importe, c'est ce qu'on le fait, c'est comment on le fait. Quand l'abbé Pierre lance son grand appel en 1954 contre la misère, contre les sans-abri, vous savez qu'un quart des sans-abri dans cette capitale de la France, un quart des SDF de Paris intramuros sont des salariés, ont un emploi, fût-il précaire, mais n'arrivent pas à se loger dans cette ville qui est une des plus chères d'Europe. Un quart. Donc c'est une réalité tangible. Mais quand l'abbé Pierre lance cet appel, il a sa soutane, l'abbé Pierre. Il va en soutane à l'Assemblée nationale. Et moi, je le laisse aller en soutane à l'Assemblée nationale. Mon problème n'est pas son apparence. Ma question, c'est ce qu'il dit, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, et avec cet appel contre la misère. Donc, j'appelle à cette fierté-là, que les musulmans de France s'assument, musulmans et français, pas l'un sans l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre, pas l'un contre l'autre, mais totalement dans cette citoyenneté active, où l'on s'occupe de tout le monde, où l'on s'occupe des causes communes, où l'identité est une identité-relation, où l'on fait ce pas vers l'autre dans lequel on trouve sa propre humanité, dans lequel on se retrouve soi-même. Merci. Merci, M. Plenel. Ghaleb Benchir. Bien. C'est une question de méthode, simplement. Dois-je parler sur le même format qu'Edoui ou je vais aussi à la concision? C'est ça la question. Mais je le dis sincèrement avec grand cœur, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait une circulation de la parole. On a laissé la salle, donc il y a des questions auxquelles il faut répondre. Dans ce cas. Et il y avait des questions qui portaient sur l'islam de France et sur l'organisation du culte en France. Donc tu peux embrayer sur ce thème-là. Voilà. Très bien. J'ai perçu dans la salle 3 grands axes. Le premier, c'est les musulmans de France, et avec une identification on ne peut plus inepte entre immigration et islamité. Et on oublie Dr Grenier, député à l'Assemblée nationale du 19e siècle et toute sa famille. On oublie les musulmans allemands vivant en France, les musulmans portugais vivant en France. On oublie, j'allais dire, Oresco référence, j'allais dire, ceux de souche, mot que j'aborde, dont je ne sais même pas à quoi il renvoie. Et puis voilà, donc ça c'est tout un aspect sur lequel je reviendrai. Celui de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de la connaissance, etc., j'allais dire comme antidote nécessaire et exigé pour qu'on puisse là aussi sortir de l'ornière. Et puis, bon, l'organisation de l'islam en France, de France, en France, dans France, gallican, français. C'est pour vous dire à quel point le vocabulaire est piégé.
Et donc, dans une situation de chaos, dans une situation de fatras idéal, dans une situation aussi complexe, il faut d'abord, me semble-t-il, commencer par séparer les paramètres, distinguer les registres, faire preuve de discernement et savoir de quoi on parle au juste, déjà en maîtrisant le vocabulaire et en ayant une maîtrise du champ sémantique de ce dont on parle. Alors maintenant, pour l'histoire des musulmans confondus abusivement avec la question de l'immigration, alors que la question islamique, je dis question comme De Gaulle parlait de la question d'Orient. C'est pour vous dire qu'elle est centrale, fondamentale, cruciale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Mais la question islamique est intrinsèque à la France avant même que la France fût France. Je n'ai qu'à voir la toponymie des lieux. Ramatuel n'est que corruption de Rahmatullah, miséricorde de Dieu. Et ceux qui connaissent ce discours, pardon, je ne veux pas radoter non plus, c'est vrai que je suis dans l'après-midi de ma vie et que je vais vers la sénescence, et donc avec l'Alzheimer qui me guette, je pourrais radoter aussi. Deuxièmement, allez, à supposer qu'on n'en ait que la lecture sociologisante, mais il faut la pousser jusqu'au bout. Je m'étais égosillé à le faire savoir. Tiens, c'est curieux. Pourquoi est-ce que dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, et à supposer de la classe qui nous dirige, musulman, c'est le ghettoisé. Ben non. Il y a un pôle de musulmans qui sauvent le marché des Hurling à Deauville et le marché des Pouliches à Longchamp. Et que l'hôtellerie de luxe fonctionne bien parce qu'ils en sont à la fois propriétaires et consommateurs. Et qui sont même arrogants avec leurs domestiques. Et qui se comportent d'une drôle de façon. Et que s'ils ne sont pas citoyens, on leur apporte le titre de séjour sur un plateau d'argent. Et on n'a jamais dit de ceux-là qu'ils sont inintégrables, on n'a jamais dit de ceux-là qu'ils sont des islamo-délinquants. Quand je voyais la manchette du Figaro, Sarkozy, sur tous les plans, la Corse, l'insécurité, l'islam, je ne suis pas sûr qu'on parle, j'allais dire, de cela. Mais on a laissé faire. Et les on, ce sont ceux-là même qui font la quête pour construire une énième mosquée, mais ils ne font pas la quête pour avoir un canal satellitaire ou une télévision ou un centre culturel ou une université ou un institut d'islamologie appliquée. Et ça me paraît être de la plus haute importance. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on a dans ces fameux quartiers, ces zones dites sensibles, ces banlieues, bien des hommes et des femmes ghettoisés, marginalisés, défavorisés, ostracisés, méprisés, désislamisés, déshumanisés, déscolarisés. Et l'on assiste à une réislamisation de néophytes, telle une revendication politico-identitaire, pour la simple raison que la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme, et là Edoui Plenel avait tout à fait raison, qui eut lieu du 15 octobre au 3 décembre, n'avait comme seul mot d'ordre que, au moins, le triptyque républicain puisse être incarné. Liberté, égalité, la fraternité est venue certes plus tard, laïcité, justice sociale, justice tout court, halte au meurtre, halte à la discrimination, à l'embauche, à l'emploi, au loisir, à la vie, tout simplement. Mais comme ils ont été tous blackboulés, on leur a donné une carte de séjour de 10 ans alors qu'ils étaient citoyens. Et en plus, il y a eu la création d'SOS Racisme qui est devenu écuré pour député européen. Quand on a cité Jean Jaurès, et on voit, on sait à quoi c'est devenu maintenant, on voit comment les choses ont connu une certaine décrépitude. Je ne veux pas donner l'air d'un homme aigri, et pardonnez-moi le terme prosaïque que je commence à dézinguer les uns et les autres, mais c'est aussi une réalité. Et on a parlé de la marche des beurs, alors qu'il faut que le mot arabe recouvre sa densité, sa profondeur historique, sa fierté. Et quand on le dit en pleine bouche, j'ai envie de dire. Et après, il y a eu les émeutes de 2005. Et là, malheureusement, on a confessionnalisé les dites émeutes. Je ne sais même pas si c'était sur ordre ou pas, en disant « Allez, c'est pas bien de semer le chaos, coraniquement parlant, religieusement parlant, il ne faut pas fomenter des troubles. » Ça, ce n'est pas sérieux sous la voûte commune de la laïcité. Et puis j'ajoute, lorsque on parle de préfets musulmans,
alors que le dit préfet n'était pas musulman. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Aïssa Dermouche qu'il est musulman. Alors qu'on n'a jamais parlé de préfet juif ou d'ambassadeur protestant ou de recteur d'académie catholique. Mais là, on a ethnicisé en confessionnalisant et on laisse passer. Le matraquage médiatique aussi. Si je ne devais m'informer de notre société française qu'à travers l'unique canal de la revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait une focalisation sur le vil, le pervers, le maladif, le négatif, relatif à cette tradition religieuse. Hélas, 1000 fois hélas. Mais dans une situation aussi de chaos, de conflit, de difficultés, j'ai dit tout à l'heure de fatras idéal, il faut voir aussi chez soi, en soi, les manquements à l'éthique, de faire en sorte pour que ceci ne perdure pas. Eh bien, il y a eu malheureusement le manque d'une parole d'autorité. Si on avait étouffé ab ovo, dès l'œuf, l'emmitouflement, j'allais dire, de deux fillettes à peine nubiles, d'un fichu, au moment où elles étaient en 6e ou en 5e dans un collège, en leur disant, à supposer par extraordinaire qu'il faille s'enchaîner à la référence scripturaire, qui n'est même pas explicite sur le fait de couvrir les cheveux de ces deux fillettes, alors que les injonctions quant à l'acquisition du savoir sont si nombreuses, si impérieuses, et donc il y a circulé, il n'y a rien à voir, allez d'abord acquérir le savoir avant de compromettre votre scolarité. Et voilà que d'abdication en abdication, et de démission en démission, et de régression en régression, on se trouve 20 ans plus tard avec la burqa. Voilà la démission de l'esprit. Comment voudrait-on qu'ici, en France, on continue à faire croire à des jeunes filles que si un garçon voit leurs cheveux, le garçon fantasme et elle va périr par le feu de l'enfer? Comment voulez-vous construire une société avec une vision de l'altérité de genre fondée sur ces points, comme ça? C'est pour ça que j'en appelle à un sursaut, à un éveil des consciences. J'ai beaucoup de respect pour celles qui croient que la pudeur ou l'honneur passe, ou la spiritualité se médiatise à travers un tissu. Je ne porte pas un jugement de valeur là-dessus, mais je dis que l'essentiel n'est pas dans le fait d'emmitoufler des jeunes filles. J'ajoute maintenant, et ça me paraît aussi être important, je suis dans un lieu de l'exercice de la citoyenneté et le temple de la démocratie. C'est pour ça que nous parlons. Beaucoup de respect, parce que nous, c'est facile de venir enseigner, parler, c'est facile. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour nos concitoyens qui briguent nos suffrages afin de se coltiner la gestion de la cité et de faire passer des idées. Eux, ils y sont. En revanche, je n'en ai pas pour ceux qui, pour jouir des dorures de la République, sont prêts à infester la nation par des propos toxiques, par des idées infectieuses. Et ces propos toxiques et les idées infectieuses sont pleins. On en a eu un qui a osé parler du corps traditionnel de la nation, faisant référence à un corps allogène. Il y en a une qui a osé parler des musulmans qui ont une casquette vissée sur leur tête et qui parlent verlan. Elle ne sait pas qu'on peut conjuguer les verbes à l'imparfait du subjonctif pour peu que l'on ait un peu d'instruction, chose qu'elle ne peut pas faire, elle. Il y en a un qui a osé dire « Ah ben oui, quand il y a des minarets en France, la France ne sera plus France ». C'est un faux problème. D'abord, le minaret n'est pas une exigence ni théologique ni architecturale. On n'a qu'à voir le Dôme du Rocher, par exemple, ou d'autres mosquées. Mais même si ça devait être le cas, on est dans un état de droit et la laïcité permet l'exercice du culte, la garantie de la croyance, la garantie du changement aussi de croyance. J'ajoute maintenant, des exemples comme ça, je peux vous en donner jusqu'à demain matin, hélas. J'ajoute maintenant, l'unique culte dans lequel il y a l'interventionnisme de l'administration. Je dis isme parce que le isme étouffe toujours la racine. Si au moins il y avait l'intervention comme une catalyse, le catalyseur en chimie fait en sorte que la réaction chimique peut se faire sans qu'on le trouve ni dans les produits ni dans les réactifs. Eh bien là, non. On a eu le fameux conclave de Nainville-les-Roches, où, à partir de consultants
et un ministre de l'Intérieur quel qu'il soit, et en l'occurrence Chevènement, avait légitimement le droit d'être consulté, de consulter, d'être conseillé sur des choses peut-être qui le dépassent. Son successeur ou ses successeurs ont hérité d'une situation. Sauf qu'avec une certaine agitation, un certain dynamisme, il y a eu ce fameux conclave de Nainville-les-Roches dans un château. Toi, je te nomme président, toi, je te nomme trésorier, toi, je te nomme secrétaire général, et on fait le vote sur un processus électoral, on ne peut plus biscornu. Mais le résultat des urnes n'a pas confirmé le bureau en tant que tel, mais on l'a imposé, chose qui ne se passe même pas dans les républiques bananières, mais ça se passe dans la France laïque. Et le phénomène s'est reproduit encore après le premier mandat, parce qu'il y a du mépris pour les musulmans, et parce qu'on accepte, parce que l'horizon suprême de ceux qui ont accepté aussi, c'est d'aller s'empiffrer à la garden party pour manger des amuse-gueules. Voilà la reconnaissance où elle est-elle placée, alors que l'intérêt réel, c'est de faire en sorte que nous vivions dans une nation harmonieuse, solidaire, fraternelle, cet arc-en-ciel, une mosaïque humaine dans laquelle il y a une synergie, il y a une symbiose, il y a une osmose, où il n'y a pas de défiance, il y a plutôt la confiance. Malheureusement. J'ajoute encore un autre exemple. Ce n'est pas encore une fois pour, j'allais dire, froisser des âmes humaines, parce que c'est une réalité. En pleine campagne électorale récente, on a eu un ministre de l'Intérieur qui a osé dire devant des étudiants en droit à la faculté d'Assas qu'il y a une hiérarchisation des civilisations. On s'en était un peu ému et le lendemain, il reprend, j'allais dire il récidive, sur une radio périphérique en disant « Mais bien sûr qu'il y a une hiérarchisation des civilisations. Vous allez mettre sur le même pied d'égalité l'excision, la polygamie, la lapidation avec les droits de l'homme. » Dans l'après-midi même, il accompagne son président candidat à la mosquée de Paris. Et on l'accueille en rang avec des turbans, avec des burnous, avec des bendirs. Et on se presse pour aller lui serrer la main. Et personne au monde ne lui a dit monsieur, vous êtes candidat, vous n'êtes plus président de la République, et dans ce cas, vous n'avez pas à venir maintenant. Vous seriez venu avant, vous auriez été le bienvenu. Si vous étiez élu, vous seriez venu, mais là, comme candidat, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et si vous voulez venir, alors j'accueillerai d'autres candidats. Et en plus, nous n'avons pas besoin de cet individu qui, ce matin même, parlait de la hiérarchisation des civilisations. Mais personne au monde n'ose dire ça, parce que c'est ce bureau-là, eh bien, un fonctionnaire de la place Beauvau qui vient le cornaquer. Comment voulez-vous qu'on sorte de l'ornière quand on a des hiérarques qui s'aplatissent comme ça? Donc, il faut voir en soi, chez soi, ces véritables manquements. On est dans un État démocratique et on dit les choses, on les dit clairement. Si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce qu'il y a eu une vacance, il y a eu une vilainie. Alors maintenant, on a un imam surfabriqué, et ce n'est pas la calotte qui fait l'imam, c'est son savoir. Ce n'est pas parce qu'on annonce des évidences et une générosité de cœur qui est la nôtre qu'il doit sévir comme représentant des musulmans de France. On a trouvé même un Pujadas qui ose écrire avec lui un ouvrage. Je ne sais même pas quel est le contenu de l'ouvrage. Donc, si on est dans cette situation, j'ai l'air de le dire en haranguant des foules, c'est pour qu'on ne retombe plus dans ces travers. Parce que si on est dans ces incohérences, on ne peut arriver qu'à cette situation, malheureusement tragique, que nous avons connue 7, 8 et 9 janvier dernier. Alors tiens, comment faire pour sortir? À vous, musulmans de France, quel que soit le degré, j'allais dire, d'engagement spirituel, de faire en sorte de dire stop, nous ne pouvons pas accepter cette situation et nous ne devons pas. D'abord, celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique, dit le vieil adage. Nous ne voulons plus des financements occultes. À nous de faire en sorte que dans une fondation, il y ait des souscriptions nationales et pourquoi pas internationales si elles sont transparentes. Deuxièmement, le temps des jérémiades, des pleurnicheries, des chicayettes est révolu. Il est temps que nous nous prenions tous en main
que nous trouvions des hommes et des femmes qui aient l'envergure, la stature, la culture, la connaissance, le charisme pour nous mener à un horizon meilleur que les ventres mous qui ont fait en sorte que nous avons subi pendant 2, peut-être même plus, en parlant des décennies. Donc, c'est ça le travail qu'il y a lieu de mener. Par, encore une fois, l'investissement dans l'éducation, la culture, la connaissance, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, la musique, l'ouverture sur le monde, l'humanisme, véritablement. Je rêve d'avoir des imams gallicans. Le clin d'œil fait au gallicanisme à travers l'histoire. Fiers de leur islamité, fiers aussi de leur francité. Dans une approche hybride. On n'a pas besoin de les former à l'Institut catholique de Paris. Et d'ailleurs, pourquoi? C'est pas grave. Si l'ensemble de la formation devait se faire là-bas. Mais je n'ai pas compris jusqu'à présent, et j'attends qu'on m'explique, pourquoi il y a une dichotomie qui fait qu'il y a une partie qui est enseignée à l'Institut catholique de Paris et une autre, soi-disant traditionnelle, à la mosquée de Paris. On n'est pas capable d'enseigner les valeurs républicaines à la mosquée de Paris? Voilà les questions aussi, parce que j'ai entendu, mais au moins à l'Institut catholique de Paris, on ne leur enseignera pas, ou on leur enseignera que ce n'est pas bien de battre sa femme. Donc voilà ce à quoi nous sommes malheureusement arrivés. Donc pour sortir véritablement de cette situation, faisons en sorte, moi je ne suis pas pour les départements concordataires, je tiens à vous le dire, ça sera la transition pour Farid, comme ça j'arrêterai là, mais on ne peut pas dire que la laïcité est une sorte d'exception en France, le concordat est une exception dans l'exception, et l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. C'est une question d'équité. Eh bien, tant que le concordat perdure, il faut qu'il profite aux citoyens musulmans. Et donc, il faut qu'il y ait un séminaire. Elisabeth Badinter a parlé d'ovulaire. Il faut qu'il y ait un séminaire dans les départements concordataires pour former des imams intelligents, avec l'intelligence hybride du cœur et de la raison, qui peuvent parler de la théologie islamique selon ces différentes écoles, mais aussi ils pourront parler d'un Campanella, d'un Bacon, d'un Thomas More, d'un Erasme, d'un Rousseau, d'un Condorcet. C'est ce mariage-là qui nous est nécessaire. On ne leur demande pas d'être des savants, mais d'être des liturges intelligents. L'académie n'est pas réservée qu'à Monseigneur Lustiger. Elle peut et doit être aussi ouverte à des imams de France. Et donc, ce travail de préparation, de formation est nécessaire. Et je rêve aussi d'avoir des hiérarques qui sachent s'affranchir de la tutelle du politique. Que je sache, dans un État laïque, l'administration n'a pas à se mêler de la gestion d'un culte. On n'ose pas un instant s'immiscer dans les affaires de l'Église catholique. Il y a quelqu'un qui ose convoquer Monseigneur 23 et que Monseigneur 23 va accourir place Beauvau pour être reçu par un sombre factotum dans un bureau sombre. Il y a quelqu'un qui ose convoquer le grand rabbin de France. Mais on convoque les hiérarques musulmans et ceux-ci accourent. Et s'il y a l'encombrement, ils descendent de la voiture pour arriver à pied à temps. Eh bien, ceci doit finir. Et on ne peut plus l'accepter. Et vous devriez aussi le savoir et dénoncer ce type de comportement et ce type d'aplatissement. Donc, voilà, si vous voulez qu'on construise un islam de beauté, d'intelligence, je ne dis plus de lumière maintenant que le mot est galvaudé, mais d'une spiritualité vivante, avec des hommes et des femmes dignes et qui osent dire, donner un coup de pied à la table. Nous sommes dans un État laïque avec une séparation des deux ordres et avec la séparation de la politique d'avec la religion. Monsieur le politique, si tu as envie de me dire quelque chose, bienvenue dans mon bureau et nous en parlerons et tu seras le bienvenu, mais tu ne me convoqueras jamais. Voilà ce qu'il y a lieu de dire et voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est comme ça que nous organiserons et on mettra de l'ordre dans la maison islam et on prendra en charge ces jeunes gens perdus, tant dans le milieu carcéral que dans ces banlieues. Voilà encore une fois des indications qu'il y a, en passant par l'acquisition du savoir, par la connaissance.
Merci Raleb, nous comprenons ta colère, qui est à la mesure des enjeux et de tout ce qui nous a fait mal et toutes les blessures dont nous sommes témoins au cours de ces dernières années et de ces dernières semaines. On va être obligé de clôturer parce qu'il faut rendre la salle et je vais donc donner la parole rapidement à Edoui Plenel pour qu'il nous dise un mot de conclusion en 5 minutes avant que je conclue moi-même. Merci. Non, je n'ai pas de mots particuliers à dire. Et j'ai été très impressionné par ce que je viens d'entendre. Et au fond, ce qui était annoncé comme un débat, c'est un chemin parallèle, un chemin commun. Moi, je vous le redis, je pense que nous avons tous fait le constat du fait que depuis quelques décennies, et ça s'est aggravé dans la dernière décennie, ou je dirais depuis près de 15 ans, depuis 2001, nous avons agité des épouvantails dans ce pays qui peuvent produire des monstres. Les monstres ont leurs responsabilités et les épouvantails ne suffisent pas à faire naître ces monstres, mais ils ont leur rôle. Nous avons agité des allumettes sur un brasier. Nous avons stigmatisé, nous avons désigné l'exemple qui a été donné de Claude Guéant pendant la campagne présidentielle. Il y en avait beaucoup d'autres. Et je rappelais ce ministère de l'identité nationale et de l'immigration qui, à lui seul, était un mur ministère, mur partagé, puisque son titulaire était un transfuge socialiste, et c'était un mur ministère, un mur qui nous divisait, un mur qui commençait à introduire le poison de la division au nom des origines, au nom des identités, au nom des croyances. Moi, j'ai envie de finir par 2 mots qui sont les mots beauté et bonté. Quand Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, ce sont les premiers à s'être dressés dans un superbe manifeste « Quand les murs tombent » contre ce ministère de l'identité nationale, quand ils l'ont bien démonté, c'était à l'automne 2007, ils ont terminé leur manifeste en disant tout le contraire de la beauté. Et Stéphane Hessel, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et fut un ami de votre forum et évidemment de l'Algérie. Et en effet, c'était un ami de mon père quand mon père enseignait à l'école d'administration, l'école nationale d'administration, à la faculté d'économie, ainsi qu'à l'école de journalisme à Alger. Stéphane Hessel, qui aimait beaucoup la poésie, disait qu'il avait un poème préféré qui était La Jolie Rousse d'Apollinaire. Ce n'est pas n'importe quel poème, puisque c'est un poème qui est paru en 1918, écrit par Apollinaire quand il revenait du front, trépané avant de mourir. Donc c'était un poème qui résonnait avec l'alarme. L'alarme, nous connaissons la catastrophe européenne qui a duré 30 ans, les guerres de civilisation de cette époque et les crimes où cela a mené notre continent à la barbarie au cœur de la civilisation, jusqu'au génocide, jusqu'à 2 guerres mondiales. Or, l'alarme de ce poème, Stéphane Hessel disait « Bon, j'ai pas le temps de vous... Il est très long, mais s'il n'y avait qu'un seul vers à retenir pour la jeunesse, c'est celui-ci. » Et il faut l'entendre en entendant qu'il est écrit par cet homme qui revient du fracas meurtrier. Nous voulons trouver la bonté, contrée énorme où tout se tait. Et je l'ai rappelé dans Dire non, le dernier poème publié d'Aimé Césaire s'appelle « Nouvelle bonté ». Et c'est celui où il dit qu'il n'est pas question de laisser notre avenir aux mains des assassins d'aube. Je pense qu'il y a, au sens noble du terme, non partisan, au sens de la cité commune, une immense espérance politique autour de ces 2 mots. Retrouver la bonté et la beauté, défendre la bonté et inventer la beauté. Voilà. Écoutez, on va se quitter, mais je crois que c'est qu'un au revoir, parce qu'on a de nombreuses choses à faire ensemble. Mais je voulais avant tout remercier Louisa, la mairie du 15e, de nous accueillir ici,
dans un esprit républicain. Vous avez vu que les intervenants ne peuvent pas être particulièrement classés à droite. Et on est ici. Et c'est très important, le symbole est très important. Ce que nous avons dit, des représentants de l'UMP pourraient le dire. Vous avez lu, je suppose, Dominique de Villepin depuis les événements. Il ne dit pas autre chose, je crois, que ce que vous avez entendu ce soir à la tribune. Voilà. Merci aussi à vous. Merci pour la qualité de votre écoute. N'hésitez pas à soutenir le Forum France-Algérie, on a besoin de votre soutien. Et puis surtout, je voudrais remercier les deux intervenants. Merci de ne pas quitter avant qu'on les remercie. Les remercier pour nous avoir offert de nombreuses pistes et de propositions. Vous avez renforcé notre détermination à faire en sorte que l'islam de France soit un islam de beauté et d'intelligence, un islam social, solidaire, bien inséré dans la République et la laïcité. Et puis pour que nous soyons avant tout des citoyens avec une pratique de l'islam qui soit une question personnelle avant d'être un dogme. Merci à vous et nous avons besoin de vous pour mener ces combats. Merci.